25. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus. Je suis très heureux de venir partager 25 minutes avec vous et peut-être 5 minutes des échanges. Je vais vous parler de ce qui est ma passion depuis maintenant des très longues années, qui est les inspirations urbaines. Je ne crois pas dans les modèles des villes, je ne crois pas dans la ville intelligente per se, je ne crois pas non plus qu'une ville soit plus intelligente que d'autres, je ne crois qu'aux citoyens qui vivent dans les villes et je ne crois que à ce qui fait bouger les hommes et les femmes tous les jours quand ils se réveillent, c'est comment on a une bonne qualité de vie dans les lieux où nous habitons, qui s'appellent les villes. Tout est une question souvent de représentation. Voilà une image de notre planète que vous possédez tous sur vos devices, mais qui date du XVIe siècle, quand les navigateurs traversaient les continents, avec le Groenland au plus grand qu'est l'Afrique. Des représentations qui existent aujourd'hui sous diverses formes, donc géodésiques, on a allongé un peu, et on a toujours ces petites cases avec des frontières qui sont donc ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui les États-nations. J'adore cette représentation, prix d'innovation 2015 de l'ami professeur Jimene Arakawa, qui a une meilleure représentation donc, de ce qui est la planète Terre avec ses continents et surtout ses États-nations. Mais les États-nations, donc au XXe siècle, par rapport aux empires qui étaient au XIXe, aujourd'hui se traduisent au XXIe siècle par une autre réalité. Ce qu'on appelle aujourd'hui le XXIe siècle, c'est les siècles des villes. Comme le XXe était les siècles des États-nations, comme le XIXe était les siècles des empires. Les guerres entre les hommes et les femmes, malheureusement, l'attestent. Le XIXe, les guerres entre les empires. Le XXe, entre les États-nations. Le XXIe, c'est le siècle de compétition entre les villes parce qu'on est devenu dans un monde complètement urbain. Et j'aime bien cette représentation, en fait, de la professeure Benjamin Higgins d'Oxford aujourd'hui, puisque c'est une représentation de ce qu'on appelle en mathématiques une anamorphose, c'est-à-dire le monde qui est dans sa représentation déformée par le nombre d'habitants qui sont sur le sol. Donc vous voyez que dans cette représentation, elle est complètement différente à celle que nous connaissons donc, de manière classique, puisque vous voyez la surreprésentation que sur cette carte-là possède donc la partie est et sud de la planète. Et vous voyez plein de taches lumineuses qui sont présentes donc, sur cette carte-là, et ben, c'est les villes. C'est les villes, c'est les mégalopoles, donc, qui aujourd'hui concentrent l'essentiel de la population dans le monde. 80% de la richesse dans le monde est produite dans 2% de la surface de la planète. C'est ce qu'on appelle les villes. En même temps, 75% des émissions de CO2 sont produites dans ces mêmes territoires. Ce qui est donc autrefois les symboles des États-nations dans leur développement, les produits internes bruts, commence à laisser aujourd'hui la place à quelque chose que nous appelons scientifiques les produits urbains bruts. Parce que c'est les PUB qui aujourd'hui mesurent la manière comme les villes se développent. Ce qu'on appelle les villes, aujourd'hui, s'appelle métropole. Il y a quelques années, cette conférence, il y avait 0 métropole. Aujourd'hui, depuis donc, à peine 2-3 ans, on en a 22. On parle de métropole française, mais c'est une petite métropole par rapport à des concentrations urbaines comme Shanghai avec 25 millions d'habitants, Mumbai, 40 millions, l'axe Tokyo-Osaka, une centaine de millions d'habitants, Mexico City, 40 millions d'habitants. Donc nous rentrons aujourd'hui au XXIe siècle dans quelque chose qui est le monde urbain, qui se représente donc de multiples manières au travers le monde, parce qu'il n'y a pas un modèle des villes. La ville n'existe pas, il n'existe que des villes. Chaque ville, elle obéit à un contexte qui lui est propre, social, économique, géographique, politique. On ne peut pas parler de la ville comme ça, dans l'abstrait, puisqu'il y a même des villes qui sont millénaires. Ur, la Mésopotamie, Teotihuacan au Mexique, mais également Paris, Marseille, pour parler des lieux qui nous sont à tous familiers. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au XXIe siècle, en fait? Ce n'est pas le fait qu'on soit dans l'intelligence urbaine, puisque l'homme a toujours eu des relations qui ont toujours été, je t'aime moi non plus, avec la technologie. Les Romains, jusqu'à aujourd'hui, nous ont laissé des belles traces de maîtrise technologique. Les Grecs, les communautés indiennes en Amérique du Sud, en Afrique. Et ce qui est de nouveau aujourd'hui, c'est que nous vivons un monde dans lequel, d'une part, les humains habitent dans des villes, donc je disais, 20% de la planète aujourd'hui habite uniquement dans 35 villes.
Le PIB mondial est porté aujourd'hui par à peu près un peu moins de 600 villes. Et en Europe, 145 villes portent l'essentiel des PIB européens. Les villes sont en concurrence. Il y a une liaison extraterritoriale qui s'est créée entre les métropoles. Il y a plus de rapports parfois entre Paris et New York qu'entre Paris et Toulouse, même si on habite dans le même endroit, et entre San Francisco et Tel Aviv qu'entre San Francisco et New York. Donc, on assiste à un monde urbain, on assiste à un monde qui crée de la valeur, mais également, on assiste à un monde au XXIe siècle ubiquitaire, puisque cette hyperconnectivité, aujourd'hui, elle est partout. La difficulté qui se pose, c'est si nous sommes capables de voir le monde à travers nos yeux, comme la seule personne qui est là, cette dame âgée, qui regarde le monde à travers ses yeux et qui ne les regarde pas au travers des smartphones. Le smartphone aujourd'hui est une prothèse numérique, donc qui traduit les regards que nous avons sur la ville. La problématique qui se pose au XXIe siècle, c'est qu'en même temps, c'est un siècle urbain, en même temps, c'est un siècle ubiquitaire, et en même temps, aujourd'hui, ici et maintenant, nous devons décider dans quelle ville nous voulons vivre. Parce qu'il y a plein de manières de vivre dans les villes. Il y a plein de manières de construire la ville. Il y a plein de villes sur lesquelles on peut dérouler ses jours et ses nuits. Mais la question qui se pose, c'est face aux défis actuels, quelle est la ville dans laquelle nous souhaitons vraiment vivre? Pour cela, on doit considérer en réalité que la ville n'est pas un organisme, n'est pas un lieu qui nous est étranger à nous. La ville, en fait, il se développe au travers le temps comme un organisme vivant. Donc il faut comprendre, quand vous êtes décideur dans une ville, quand vous êtes à la gouvernance de la ville, quand vous êtes acteur territorial, quand vous êtes citoyen, il faut comprendre ce qu'on appelle les métabolismes de la ville. Parce que la ville, elle vit. La ville est un système extrêmement complexe. La ville est un système dans lequel il y a plein d'interdépendances. Vous rentrez, vous sortez, mais vous me dérangez, mesdames, messieurs. Donc il faut... Allez-y, installez-vous là. On va laisser passer. Timer, 18. Hein? Tu es d'accord? Bon, c'est calme un peu. C'est bon? OK. 12 secondes. Hein? Le métabolisme urbain aujourd'hui, c'est essentiel à le comprendre, puisque c'est la manière comme nous pouvons créer un lien entre chacun de nous et la ville dans laquelle nous vivons. Augustin Berg a écrit un texte que je vous invite à lire, géographe français, l'œcumène, qui répand des idées d'Ératosthène au IVe siècle avant Jésus-Christ. L'œcumène, c'est ce qu'on est capable de découvrir d'un lieu dans lequel on y est. Et donc, il disait, entre moi et moi la terre. Les défis aujourd'hui dans les villes, c'est entre moi et moi la ville. C'est-à-dire comment nous pouvons appréhender, c'est un vrai défilé, comment nous pouvons appréhender la ville. Et la personne qui monte avec un beau sac, vous pouvez regarder les styles. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est comment je vis dans ma ville, comment je me relationne entre moi et moi la terre, entre moi et moi la ville. Regardez cette image qui n'est pas aussi bucolique qu'il semble l'être. 3 générations qui se prélassent le 4 juillet 2015 en prenant du frais. Mais c'est absolument pas ça. C'est les défis de nos villes aujourd'hui pour les prochaines 10 années qui sont résumés dans cette photo. Puisque nous sommes le 4 juillet 2015. Nous sommes au pied d'une deux tours d'Aubervilliers dans la banlieue du 93. Et nous voyons la faillite du système de construction des villes d'il y a 50 ans, avec une ville minérale, avec des HLM, avec donc une immigration qui s'est produite parce qu'on a attiré des gens pour venir travailler, parce qu'on avait les usines à côté. Pourquoi c'est les Nord? Parce que c'est les vents du Nord-Est qui poussent. C'est pour ça que l'Ouest est aussi paisible et aussi pavillonnaire. Tandis que les Nord, il y a les usines, parce que les vents poussent. Voilà. Donc l'Ouest est en dehors des odeurs, est en dehors des nuisances. Tandis que là, c'est les ouvriers qui habitent, qui travaillent, l'immigration. C'est ça les racines, quand on dit les 9-3, oh là là, c'est la racine, elle les retrouve dans un contexte social et économique par rapport à un modèle industriel qui aujourd'hui n'existe plus. Et donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est la réponse des gens qui sont entre eux et eux la ville. Et donc, c'est ce qu'on appelle les piscines verticales, les geysers urbains. C'est donc les bornes d'incendie qui sont cassées pour le faire devenir de lieux dans lesquels on s'est rafraîchi. Et cette image, vous la verrez chaque été de plus en plus. Et vous vous en souviendrez de dire, on a écouté un mec là qui racontait des piscines verticales. Et cette image, on la voit dans toutes les banlieues, à Roubaix, à Tourcoing, au Mirail, à Montpellier. Dans les années à venir, on le verra de plus en plus, puisque c'est la faillite d'un système d'urbanisation dans lequel l'homme n'était pas
bâti pour la construction, l'urbanisation n'était pas bâtie à hauteur de l'homme pour sa qualité de vie. Elle était bâtie de manière fonctionnelle. Les ouvriers, ils dorment là, ils sont pas loin de l'usine. L'usine Renault est à côté, c'est pas Renault, c'est Citroën, etc., etc. On peut en parler pendant des heures et des heures, et on n'en a que 14 minutes 50, et je rajoute les 22 secondes qu'on m'a piqué tout à l'heure. J'étais à l'œil. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience que l'enjeu urbain, aujourd'hui, c'est un enjeu de survie de la civilisation dans les 30 prochaines années. Et que nous sommes avec une épée de Damoclès sur notre tête, qui est les 2,5 degrés d'augmentation, et qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le compteur est en route, et c'est un compteur à quelques années à peine à venir. 80% de l'air urbain, dit par la OMS aujourd'hui, est irrespirable. Des écoles ferment des lits pendant 3 mois. Quand vous arrivez à Shanghai, qui est une ville dans laquelle vous avez les meilleurs et les pires, les meilleurs avec de l'aisance, de la richesse, les pires avec de la pauvreté. Mais riches ou pauvres, tout le monde a un smartphone, non pas seulement pour payer, puisque là-bas, il n'y a que maintenant WeChat et Alibaba Pay pour payer, il n'y a plus de cash, on est sorti du zéro cash, donc à l'argent par les smartphones, mais c'est surtout pour savoir quel est l'état de l'air. En général, c'est entre 150 et 190, en sachant que la dose admissible, c'est moins de 70. Et donc, c'est une réalité urbaine aujourd'hui, qu'elle est, vous le voyez, aujourd'hui partout. Et c'est pour ça que la vie urbaine est soumise à un combat fortement lié à l'environnement, fortement lié à l'écologie, mais pas que. Puisqu'en même temps, quand vous voyez cette courbe des croissances, en même pas un siècle, nous sommes arrivés à être plus de 7 milliards 300 millions sur la planète. Mais ça fait 3 ans qu'on a dépassé les 400 particules par million de CO2 dans l'atmosphère. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on appelle ça l'anthropocène. C'est-à-dire l'homme produit au niveau urbain tout ce qui nuit dans son existence elle-même. Et ce que nous avons appelé aujourd'hui, donc les villes deviennent des villes-mondes, deviennent des lieux dans lesquels les gens s'agrègent, parce qu'il y a cette création de la richesse. On ne vient plus dans la ville parce qu'on vivait mal à un endroit et qu'on vit mieux dans la ville. Ça s'est passé il y a 40 ans. Je viens de l'Amérique latine il y a 40 ans. Moi, j'étais dans 5 continents dans lesquels il y avait 30% d'urbains et 70% du rural. Aujourd'hui, l'Amérique latine, c'est le continent dans lequel il y a le plus d'urbains au monde. 80% d'urbains, 20% de ruraux. Ça change complètement la manière comme on voit les rapports des gens, des hommes avec des villes. Ce n'est même pas un continent d'États-nations. C'est un énorme réseau de villes de toutes sortes. Et chacune de ces villes-là a une particularité. C'est que dans ces villes qu'on appelle aujourd'hui villes-mondes, d'une part, elles sont fortement cosmopolites, et ça, il faut l'intégrer. Bien que ça ne plaise pas aux identitaires de toutes sortes, bien que ça ne plaise pas aux esprits obtus et fermés, qu'il faut combattre tous les jours, parce que c'est les creusets de la ville aujourd'hui d'une transculture urbaine. Nous vivons aujourd'hui dans des villes avec un phénomène de transculture média, parce qu'en même temps qu'on vit dans les villes, au travers de l'hyperconnectivité, au travers de l'ubiquité, il y a des Paris à Ulaanbaatar, à Beijing, à Bogota, à Tokyo, à Lagos, une culture urbaine qui fait que les gens qui naissent et vivent urbains s'agrègent pour partager cette culture urbaine. Ce qui explique que quand vous êtes à Ulaanbaatar, qui est la capitale de la Mongolie, un des lieux les moins peuplés au monde, avec des moins de densité au kilomètre carré, les nomades qui habitaient dans des yourtes, aujourd'hui, ces yourtes sont installées en plein centre-ville, avec une usine à charbon d'ailleurs, qui se trouve en plein milieu. Parce que c'est l'attirance d'une culture transurbaine qui n'a plus rien à voir sur le fait qu'on vient là parce qu'on gagne mieux ou pas sa vie. C'est parce qu'on veut s'agréger autour de cette espèce de transurbanisme. Je n'ai pas dit transhumanisme, j'ai dit des transurbanismes, qui est aujourd'hui la culture qui apparaît. Parce que les déplacements des hommes et des femmes aujourd'hui, il est physique. Parce que ça, c'est une carte, en un quart d'heure, des bateaux qui sont donc en Méditerranée. En même temps que vous voyez en bas, un flash des communications ubiquitaires au travers le monde. Et je voulais vous dire que quand on parle du commerce électronique, et quand on pense que, par exemple, en Chine, j'étais au mois de septembre, il y avait les journées des célibataires en Chine, il y en a beaucoup. Et en une journée, le commerce électronique des célibataires a engagé plus de chiffre d'affaires que celui des Auchan et des Carrefour de toute une année en France. Mais dire que c'est du commerce électronique, c'est un leurre, parce qu'il faut que vous voyez les deux images là. En bas, on clique, et au-dessus, on livre.
Donc, on ne peut plus voir des choses qui vont beaucoup de polémiques, comme la mobilité dans les villes, sans comprendre l'impact du commerce électronique par rapport à ses promesses. Quand on vous dit qu'on vous livre en 1 heure la paire des chaussures, l'ordinateur, les bouquins, etc., ben, il faut bien que ça passe par quelque part. On va générer des emballages, on va générer toute une logistique. Quel est l'impact aujourd'hui du commerce électronique, rien que dans la mobilité dans vos villes? C'est un vaste sujet aujourd'hui qui est très important, surtout quand on prend à cœur certains sujets comme la mobilité. Je parle des voies sur berge, donc dans les cas de Paris. Les déplacements aériens que vous voyez là, vous voyez bien comment ça se matche parfaitement avec la vie métropolitaine. Regardez donc cet isochronisme il y a 100 ans. Donc il fallait 5 jours pour être quelque part en Europe et à peu près 40 jours pour être dans des zones qui sont donc en vert ou en jaune. Aujourd'hui, c'est quelques heures en Europe, et au pire, l'endroit le plus éloigné de la Terre, au pire, vous arrivez à une journée et demie, 2, et vous avez vu hier, donc c'est Qantas, je pense, l'Emirati, qui ont réussi à faire les vols directs Sydney, je crois que c'est Londres, donc en 15 heures sans escale. Voilà, ça veut dire que cette capacité des déplacements, cette capacité de se côtoyer, amène des villes qui prennent une autre tournure parce qu'elles deviennent des villes creusées. C'est là où il y a le brassage. Donc le défi qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est d'une part comment on développe dans ces grandes concentrations urbaines de la qualité de vie, tout en sachant qu'en parallèle, de par le monde, il existe également des centaines de villes moyennes qui continuent à vivre, ce qui aujourd'hui est en train de se pérenniser en quelque sorte. C'est une ruralité qui nous pose des questions, mais le monde aujourd'hui au niveau planétaire, il est urbain, avec 20% des grandes métropoles et 27, quasiment 30% dans des villes moyennes qui font partie aussi de ce que nous devons analyser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les impacts de l'urbanisation à venir est traversé par la culture urbaine que nous voulons nous créer dans les lieux où nous habitons. Les défis majeurs aujourd'hui, c'est quelle est la culture urbaine que nous voulons générer quand on est dans une grande ville, dans une ville moyenne ou dans une ville petite. Et tant que cette culture urbaine n'a pas changé, quelle qu'elle soit la puissance de la technologie, nous ne serons pas au bout de nos peines. La culture urbaine signifie prendre conscience de l'enjeu climatique. Ça veut dire qu'on ne se déplace pas avec sa voiture, tout seul, dedans, juste pour son confort. Qu'on a un enjeu donc, territorial, on a un enjeu de CO2, on a un enjeu climatique qui est du ressort de tout le monde. Ça veut dire que cette culture urbaine signifie qu'on doit construire une nouvelle vision du bien commun urbain, du bien commun public. Et les biens communs, ce n'est pas une histoire d'anciens gauchistes ou des anarchistes relookés au XXIe siècle avec des smartphones. Les biens communs, c'est la plus belle notion qui peut exister aujourd'hui dans les villes. Que feriez-vous dans les villes sans les biens communs? Où vous vous promèneriez? Dans quel parc? Dans quelle rue? D'où sortirait l'eau? L'air que vous respirez? Les tuyaux qui traversent vos villes? Les biens communs, c'est les lieux les plus précieux. Et les biens communs, ils peuvent être publics, ils peuvent être privés. Il s'agit de le mettre à disposition du confort et de la qualité de vie de tous et chacun au bon prix pour qu'on puisse vivre ensemble correctement. Et ce qui aujourd'hui est en train de rendre exsangue les villes, c'est le fait qu'on ne respecte plus la notion de bien commun. Et que mettre les villes en commun aujourd'hui est devenu une affaire strictement économique et donc on tue l'âme de la ville. Ou alors on pense que les biens communs, c'est faire l'assistance et à ce moment-là, on rate la manière de créer des valeurs dans la ville. Mais la ville ne peut pas laisser des gens de côté. C'est pour ça qu'il faut développer cette inclusion sociale pour qu'on ait le bien commun dans cette ville pour tous et qu'il fasse aussi face à l'enjeu écologique. Regardez cette carte. Dans 1 heure, en Europe, on aura eu en moyenne entre plus ou moins un urbain. À la même heure, en Asie, on aura eu plus 80. C'est-à-dire que dans 20 ans, même pas, dans 10 ans, Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, fera 2 fois la France en population, autour d'une centaine de millions d'habitants.
Lagos, il fait déjà la moitié. Et il représente en même temps la capitale de la première puissance économique africaine, le Nigeria, mais il représente donc quelque chose de nouveau qui s'appelle les conurbanisations transfrontalières. Parce que Lagos se trouve à cheval de 3 pays. Les Ghana avec Conakry, et bientôt donc avec la Côte d'Ivoire, Abidjan, où il suffit juste une petite heure pour rejoindre. C'est pour ça que la représentation que j'évoquais au départ, il faut la changer, puisque la concurrence urbaine, la culture urbaine aujourd'hui, il faut qu'elle s'ancre dans des territoires dans lesquels nous sommes capables de créer l'identité urbaine, dont la seule chose importante qui vaille aujourd'hui, c'est qu'elle puisse créer, chaque heure qui passe, de la triple valeur concomitante convergente, économique, sociale et écologique. De la valeur économique pour créer de la valeur, pour lutter contre le chômage, pour créer des richesses qui elles soient partagées. De la valeur sociale pour que personne ne soit laissé pour compte, pour que les gens ne dorment pas dans la rue, pour qu'il n'y ait pas d'SDF, pour que les enfants aillent dans des écoles, pour que les gens mangent à leur faim, pour qu'ils accèdent à la culture, pour qu'il y ait une nouvelle citoyenneté urbaine. Et écologique, pour qu'à chaque fois qu'on fait un geste urbain, on mesure l'impact en CO2, l'impact que ça représente par rapport à nos futurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes, donc en Asie, qui représentent des PIB plus importants que des nations qui siègent à l'ONU. Et cette concurrence, qui était avant la Chine, usine du monde, on le voit aujourd'hui à nos pieds, je dis à nos pieds parce que vous avez un vélo OVO, comme vous voulez, qui est un moyen de transport doux, puisque c'est une nouvelle manière de plateformiser donc le déplacement, ce n'est pas français, c'est chinois, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une économie des services, l'impératif, ici et maintenant, de créer un nouveau développement urbain pour faire face, effectivement, à, d'une part, cette concurrence entre les villes, des créations des produits urbains bruts, et de l'autre côté, pour que dans 20 ans, on n'ait pas ça comme planète qu'on laissera à nos enfants, ou peut-être pas. Des concepts donc des villes autour, les villes éponges, l'hyperproximité, ce sont des sujets sur lesquels donc, je travaille un peu dans le monde entier, impactés par les poids et la force des nouvelles technologies, raccourcis par les distances, puisque on voit que l'Europe elle-même s'est modifiée, la France elle-même s'est modifiée, et que nous voulons aujourd'hui, et nous devons aujourd'hui, créer ce qu'on appelle une nouvelle connexité entre les villes. On ne pourra exister correctement à l'échelle des 10 ans, des 15 ans, des 20 ans, si en France, nous n'allons pas vers ce que j'appelle la connexion hyper-métropolitaine. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire les grands paris. La métropole du Grand Paris, on ne sait pas ce que ça devient. À ce jour, on est déjà début avril. C'est parce qu'on raisonne en termes administratifs, on raisonne en termes de limites de communes, on raisonne en termes de mon périmètre de gouvernance, en sachant que la problématique de la qualité de vie est au-dessus de ce type de problématiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si nous voulons créer un nouvel agenda urbain, comme l'ONU l'a décidé il y a 3 ans, si nous voulons mettre l'humain au cœur, si nous voulons développer l'innovation urbaine, elle est tout sauf technologique. L'innovation, elle est d'abord réinventer la vie, réinventer la qualité des vies, réinventer le lien social. Et la technologie sera un excellent support pour que nous soyons tous des citoyens connectés, des digizen, des digital citoyens. Aujourd'hui, on est en train de développer une culture transmédia qui crée un effet inverse, parce que de plus en plus on développe donc, des zombies geeks, des zombies geeks, voilà. Quand nous aurons besoin aujourd'hui de tout le contraire, des citoyens socialement connectés. Et c'est les grands défis aujourd'hui qui posent la technologie, qui posent le IA, qui posent toutes ces nouvelles manières de disrupter le monde pour créer une nouvelle échelle des services, dans un monde qui est interdépendant. Et l'interdépendance, aujourd'hui, elle est urbaine. Et donc, on ne peut plus gérer le flux dans les villes comme il y a 20 ans. L'eau d'un côté, l'électricité, l'éclairage public, les cadastres, les fonciers, tout ça c'est interconnecté aujourd'hui. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est pouvoir interconnecter cet ensemble-là. C'est les principes même de la complexité. Le tout vaut plus que la somme des parties. Et les villes qui réussissent aujourd'hui, c'est celles qui prennent les paris de faire des villes socialement connectées, de faire des villes dans lesquelles tous les services sont interconnectés et dans lesquelles la data n'est pas une mine d'or pour se gaver les fouilles, et c'est une manière
de la mettre au service de la seule chose qui compte pour les élus, qui est de proposer des nouveaux usages de mobilité, de retrouver la ville dans laquelle on marche, de retrouver dans la ville dans laquelle on respire. Le temps s'est écoulé, mais on m'a piqué 15 secondes. De nouvelles manières donc d'exister dans la ville. La ville des quarts d'heure, c'est la ville dans laquelle, quand on marche, à un quart d'heure de soi, ou quand on est en déplacement doux, on a soumis ses besoins primaires, secondaires et tertiaires au moins. Donc c'est loger, travailler et avoir de la culture. Si vous avez des villes des quarts d'heure, je termine par là, on nous refera des villes heureuses. On fera des citoyens heureux. C'est la seule chose qu'on peut, nous souhaiter. Et la ville heureuse, donc ce que j'appelle la ville des quarts d'heure, c'est la capacité d'être socialement connecté, de dire bonjour à quelqu'un. Et je terminerai par cette phrase que disait Edgar Morin. Quand on dit à quelqu'un bonjour dans son quartier, ce n'est pas un acte de politesse, c'est un engagement, c'est un combat. Ça veut dire que je crois dans la vie, ça veut dire tu existes. Et je vous invite à dire bonjour à votre voisin. Et je vous invite à dire bonjour aux voisins de votre voisin. Et je vous invite à que tous les voisins disent bonjour aux autres voisins. Parce que c'est ça la ville réticulaire, la ville maillée, la ville heureuse. La ville dans laquelle cette proximité est celle dans laquelle vous pouvez sentir la respiration des uns et des autres. Et dépêchons-nous. Parce que si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, et si on laisse la pollution vous envahir, et si vous continuez à privatiser 20 mètres carrés par minute avec vos bagnoles en ayant tout seul, vous n'avez non seulement pas la possibilité de dire bonjour à quiconque, mais dans peu de temps, personne ne dira bonjour à personne. Merci. Vous restez avec nous. Reste avec nous. Merci. Quelle énergie. Ouais. Alors, T'es candidat à une élection, quelque chose? Non, ça va? Non, pas de pouvoir, pas d'argent, pas de pouvoir. On a cru Restons voir, calmes. Carlos, on a cru voir dans tes slides, j'ai cru voir le téléphérique de Medellín, Yeah. la grande artère centrale de Bogota avec le projet Ciclovia. T'es d'origine colombienne. Et là, ça, nobody's perfect. On a là deux exemples assez phares et qu'on utilise souvent de villes résilientes qui étaient considérées comme perdues pour la cause du bonjour à tous il y a quelques années et qui, par des petites modifications assez simples, ont réussi à s'en sortir. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur ces exemples-là? Et est-ce que c'est des exemples de villes humaines, réticulaires? Oui, tout à fait. Donc, Medellín, c'est parce que ma mère est née, qui était une ville géniale. C'était une ville, effectivement, où tout le monde connaît Narcos, Netflix, machin. Elle Mais c'est des vraies histoires. Ah bah oui, C'est des vraies histoires. Je peux tester, j'avais 10 ans donc, à l'époque. Et donc, c'est des villes qui étaient un proie à la violence, qui étaient un proie à la drogue. Les cartels de la drogue géraient la ville. Bon, bref, vous avez tous vu au moins la saison 3 ou 4. Et aujourd'hui, c'est une ville qui a raflé, ou qui continue à rafler l'essentiel des prix urbains, parce qu'ils sont développés effectivement une vision d'une ville humaine, inclusive, dans laquelle les moyens de transport, c'est avant tout une manière de vivre autrement. Donc le métro câble, qui a sauvé Poma, société française de Grenoble, de Pont-de-Bilan, pour le faire devenir le leader des métros câbles. Le métro câble, c'est pas Les une gens idée ont de le droit de transport. rentrer, Carlos. C'est Ouais. normal, on les a Là, je m'en autorisés. fous Il faut leur dire maintenant, allez-y, là. bonjour. C'est bon. Bonjour. Voilà. Et on ne Mais les là, engueule pas. c'est un joke entre nous. Coucou. C'est pas des zombies geeks. Voilà, non. Bon, ça, on sait pas. On verra s'ils sortent leur ancien. Donc non, c'est des villes qui, effectivement, ont pris des fonctions sociales comme la mobilité, comme je disais tout à l'heure, et qui les sont croisées. Avant, quand on était dans un quartier des bidonvilles, on disait « je vais à Medellín », parce qu'il fallait 1h30 pour y aller. Aujourd'hui, ils font partie de Medellín. Voilà. Mais sachez quelque chose, c'est que toutes ces avancées-là, même si c'est un temps de travail, sont très fragiles. Tu parlais de Bogota également, avec les cyclovies, donc il y a énormément de réseaux et des pistes cyclables. Mais j'attire l'attention que quelle qu'elle soit l'avancée d'une ville, c'est toujours extrêmement fragile. Il suffit de peu pour que la ville régresse. Voilà, c'est le cas de Medellín aujourd'hui, c'est le cas d'un pays comme la Colombie, dans lequel les villes ont pris un essor extrêmement important et qui se trouve, je ne le souhaite pas, mais à un mois de voir de nouveau une vision néo-trumpiste à la tête du pays qui va donner un coup d'arrêt à un esprit citoyen qui s'est créé. Donc, j'ai dit que quelle qu'elle soit la ville dans laquelle vous êtes et quelles qu'elles soient les avancées, c'est toujours très fragile et il faut être très attentif pour que ces acquis restent des acquis sur le changement des modes de vie urbaine.
Très bien, on a des questions, on va passer au slido. Pourquoi y avait-il autant de HLM dans les années 1970, mais pas de piscine verticale? Et la personne le qui a posé la réchauffement. question, c'est... Elle est anonyme, elle a peur de se faire engueuler. Non, mais c'est assez clair. Et c'est la catastrophe d'un monde urbain, fordiste, productiviste, et dans lequel chacun est dans une case. Donc les HLM qu'on a pu voir fleurir partout en France et partout en Europe, et ils étaient dans une démarche totalement de division sociale du travail, productiviste, également bâtis pour les voitures. Donc c'était des lieux dans lesquels c'était essentiellement donc, des grandes avenues, des grands boulevards pour permettre l'accès à certains lieux de la ville, mais la vie dans la ville elle-même, ce n'est que très peu, depuis très peu de temps qu'elle commence à être prise en compte. Et il faut vraiment se battre. Quand vous voyez des lieux comme Clichy-Montfermeil, dans lesquels les derniers tramways s'étaient arrêtés il y a 40 ans, et on est en train de se battre pour que la ligne 17 du Grand Paris Express désenclave Clichy-Montfermeil avec l'axe qui viendra des Saint-Denis jusqu'à Marne-la-Vallée. J'ai écrit un certain nombre de textes où on a été très nombreux à signer, parce qu'il y a eu une tentative de recul de la part de l'État par rapport au tracé des Grands Paris et les désengorgements qui allaient s'en produire. Donc il faut savoir que quand vous rapprochez une station de métro d'un lieu, ça correspond à une recherche de travail qui diminue à peu près de l'ordre de 2 mois pour un jeune diplômé et qui ouvre une maigre chance à quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Et comptez le nombre de diplômés à Clichy-Montfermeil, il n'y a pas beaucoup. Donc imaginez ce que ça représente, une ville de 60 000 habitants, avec une jeunesse de l'ordre de 45%, et qui, pour aller chercher du boulot, il doit faire entre 1h30 et 2 heures à coup de bus, dans les meilleurs des cas. Comment vous ne voulez pas que ça tombe du côté obscur de la chose? Alors, donnez-moi la réponse. je crois qu'on l'aura pas en quelques secondes. En tout cas, il y avait une question qui est liée à notre prochain invité, donc je vais la poser, mais par contre, si vous pouvez avoir une réponse assez rapide, ce serait sympa. Agriculture urbaine et permaculture, est-ce que c'est la solution pour nourrir la ville? Oui. Parfait. Et nous allons compléter, mais génial, par